morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Seminar Bonjour, E bon of the après-midi et Monique and bonsoir. Roland Vale People's Bienvenue Academy of à le International séminaire Law. My de name is droit Marjorie international. Kahn, Mon and I am nom, the c'est Dean Marjorie of the Kahn. People's Je Academy suis and the loin member de of the Bureau of the l'Académie International Association of des Democratic gens Lawyers. I would like to et remind le people membre du bureau that at the d'Association bottom of your internationale des screen there avocats. is an Je interpretation voudrais button. rappeler aux We gens have qu'en bas de votre interpretation écran, il y in a English, French, and Spanish. un And if you bouton pour click on choisir la that button traduction. and then Il y a en anglais, choose en your français et en espagnol. language, Si vous cliquez then sur you le will hear the bouton, interpretation. puis vous pouvez Our choisir topic votre for today's langue seminar préférée. is Notre sujet pour le how séminaire international d'aujourd'hui, law c'est comment protects la loi judicial internationale independence and impartiality and what remains to be protège done in l'indépendance the 21st century. de l'impartialité Today, judiciaire. we see nearly daily examples of attacks on the Aujourd'hui, on voit des independence attaques of the judiciary. quotidiennes In the United States, dans les Donald États-Unis. Trump ignores and Donald disobeys Trump court il orders and ignore special et interests influencing disobéit aux judges. ordonnances de On the justice international et plane, des intérêts Hungary is particuliers. the latest example Et of a l'Hongrie, c'est le state dernier party to the exemple Rome pour Statute that is defying the partie International au Criminal Court's order to statut de Rome qui provisionally défie arrest Israeli Prime Minister Benjamin l'ordonnance Netanyahu, d'arrestation who is provisoire facing an du ministère ICC israélien arrest Benjamin warrant for Netanyahu, war qu'il crimes est and confronté crimes avec against humanity. l'arrestation, mandat d'arrêt de la The CPI United pour des crimes de Nations guerre et adopted crimes fair contre trial l'humanité. standards in the Les Nations Unies ont 1948 adapté des Universal normes Declaration of Human de Rights. procès An équitables dans les independent, déclarations impartial, universelles and des droits competent de l'homme de judiciary is 1948. essential to the Un rule of juge law and the indépendant, foundation upon which adequate impartial enforcement et of all essentiel à rights, l'imprimato, including non-derogable rights, depends. incluant les droits non This dérogables. seminar will review the Ce séminaire meaning and purpose revoit of judicial les independence. It will significats discuss international law et protections and les significations, les jurisprudence buts and des analyze their questions de adequacy. l'indépendance judiciaire, The discutera increasing use of la national protection offerte security, par le droit international et la emergencies, and other jurisprudence, arbitrarily l'utilisation declared croissante des crises urgences to de sécurité suspend, nationale et extinguish, des or autres punish judicial independence crises demonstrates the arbitraires need déclarées for pour additional suspendre, étendre international law des lois provisions. internationales. Our faculty members Notre for this membre de seminar faculté pour include ce Neri membre Komenades, Neri Salahuddin Komonadi, Salahuddin Ahmed, and Ahmed Nathalie Segovia. et Each of them Nathalie will speak Segovia. for 30 Chacun d'eux, minutes. ils vont parler Then pour they will 40 comment minutes. on each Après, other's ils vont faire presentations, des commentaires followed by Q&A with the et suivant des registrants. questions-réponses avec les Please put participants. your questions S'il in vous the plaît, Q&A mettez box votre at the question bottom of your dans screen les for our commentaires en discussion bas following the pour program. pouvoir In the continuer. next few days, we will post the Dans les faculty prochains presentations in English, jours, on French, va and même Spanish partager on our la website, présentation dans notre site peoplesacademy.net. So I am going to briefly Maintenant, je introduce vais our introduire faculty, les and membres then de they la will faculté. begin their presentations. First, we have Premièrement, on a Neri Javier Colmenares. human rights lawyer C'est un who avocat combines spécialisé legal dans les action droits de with l'homme qui policy combine advocacy l'action en for the justice et les promotion, plaidoyers protection, politiques and pour la defense of promotion, human la rights in the protection Philippines et la through défense des droits de l'homme litigation, aux Philippines par le legislation, biais and des academic litiges, work, des both législations, as a des travaux lawyer and a universitaires. legislator. Tant He was qu'un the avocat senior que deputy législateur, il a été minority chef leader of the adjoint principal 16th de la minorité Congress du during 6e 3 Congrès terms pendant as a 3 member mandats en of tant the que membre de la Philippines House Chambre of des représentants. Representatives. Neri received a degree Neri of est economics titulaire d'un at the diplôme en San Beda économie de l'Université University San and a law Beda et d'un degree at the diplôme en droit University de of the l'Université des Philippines. Philippines. He was an Il a été associate associé of du the Asian Centre de Law droit Center of asiatique the de University of l'Université Melbourne de and a Melbourne visiting fellow at et the chercheur Australian invité à National l'Université University. nationale He australienne. also served as senior Il a associate of the également Center été for associé principal du Indonesian Centre Law, pour le droit Islam, indonésien, and l'islam Society et la of the Société Melbourne de Law la School. Faculté de droit de Melbourne. Neri was a national officer of the Il a Integrated été Bar of the officier national du Philippines Bureau and intégré acted des as its Philippines en tant que advisor on conseiller en legislation matière de and législation et de advocacy and plaidoyer et national advisor conseiller on human national de rights. l'IBP pour He les is droits de l'homme. currently a member Neri est of the actuellement Council of membre the du Conseil de International Bar l'International Bar Association, Association Human Rights Humaine, Institute, and he Human was Rights awarded the Institute. Il a reçu 2020 le prix IBA Award for IBA outstanding 2020 pour la contribution contribution by a legal exceptionnelle practitioner d'une to juriste human rights. aux droits humains. Neri is currently a bureau member of the Et International Neri il est Association membre of du Democratic bureau de Lawyers
le bureau des avocats démocrates dans la région Asie-Pacifique. Il est chef de l'Association humaine des peuples et président actuel de la liste du Bayamuna. Il est également membre du comité scientifique de l'Académie populaire de droit international. Et il va parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire aux Philippines. Saladin Ahmed a été admis au bureau de Lincoln Inn au Royaume-Uni et un avocat plaidant spécialisé en droit constitutionnel et commercial au Pakistan. Il a été président du bureau de Karachi et du bureau de l'Haute Cour du Sindh. Parmi des affaires notables dans lesquelles il a comparu devant la Cour suprême du Pakistan figurent des contestations constitutionnelles de la loi autorisant les procédés civils par les tribunaux militaires, les lois restreignant la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et la défense du droit au vote secret. Il a également fait partie de l'équipe juridique qui a défendu avec succès un ancien juge en chef du Pakistan, le juge Qazi Faiz Issa, dans une requête déposée par le gouvernement pakistan en vue de le destituer. Il représente actuellement 5 juges de la Haute Cour d'Islamabad dans une requête contestant la tentative du gouvernement de les écarter par le biais de mutations suite à leur plainte contre l'ingérence des agences de renseignement dans les fonctions judiciaires. Saladin, il va adresser l'attaque contre l'indépendance au Pakistan. Nathalie Segovia est une avocate internationale quechua spécialisée dans la défense des droits humains. Son travail en tant que directrice exécutive du Water Protector Legal Collective, une organisation juridique dirigée par les Autochtones nés dans la résistance NODAPL à Sanidak. Rock se concentre sur la protection des protecteurs de l'eau et des défendeurs de première ligne de la terre et des peuples autochtones touchés par les remplacements forcés. La profanation des terres sacrées et les violations des droits humains dues à l'industrie extractive, le travail international de Nathalie comprend un travail de terrain sur les droits d'homme, documente la violence dans les zones rurales invisibles des pays comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie et le Brésil, ainsi qu'aux Nations Unies. Conférencière fréquente en droit, elle a notamment nommé Gilbert Distinguished Public Interest en 2022 à la faculté de droit de l'Université Northeastern et a enseigné dans la défense sacred, droits de l'homme, terre, justice et la loi. Nathalie est titulaire d'un diplôme de droit de l'Université de l'État d'Arizona, un double diplôme en sciences politiques et en études latino-américaines de l'Université de Columbie. Elle siège actuellement au comité scientifique de l'Académie populaire de droit international et au conseil d'administration d'ingénieux peuples droit international indigène. Nathalie discute l'attaque contre l'indépendance du pouvoir judiciaire aux États-Unis, notamment de la façon de Greenpeace. On va commencer avec Neri. Merci. Merci, Marjorie. J'ai préparé une présentation. J'ai 30 minutes, c'est pour ça que je veux sauter quelques slides. Je crois qu'on va le publier au site. Ça veut dire que vous pouvez regarder toute la présentation que je vais sauter maintenant. J'ai fait un sondage auprès de différents des processus de la nomination basés sur des recherches menées. Et ses collègues ainsi qui pourraient souhaiter peut-être mettre des recherches, je serais très heureux. On peut un peu commencer avec la présentation. The outline, next slide, please. The outline of my discussion here
le résumé de ma discussion, c'est la Constitution dans la loi vertu du droit international et bien sûr la Constitution philippine. Je viens de séparer 4 éléments. J'ai juste mentionné 4 éléments du système judiciaire dans le dispositif précédent. Alors, dans des indépendances judiciaires en termes constitutionnels et légaux. Et le dernier point concernait probablement les attaques contre les avocats et bien sûr les mesures. En vertu du droit international, je pense qu'il y a beaucoup de dispositions qui signifient la protection et la reconnaissance de l'indépendance judiciaire. Principes fondamentaux des Nations Unies sur l'indépendance de la magistrature stipule qu'elle doit être garantie par l'État et inscrite dans la Constitution ou la loi du pays. C'est donc un devoir et une obligation du gouvernement d'assurer que le système judiciaire place sur impartial et indépendant. Dans le cas de Miguel González, Rio contre le Pérou, le Comité des droits de l'homme a déclaré un tribunal indépendant et impartial était un droit absolu et cela ne fait pas exception à aucune règle. Donc, en un sens, c'est un droit inaliénable. Vous devez vous assurer qu'il est indépendant et impartial. Le principe de séparation des pouvoirs est consacré dans le rapport et du rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats affirmant que les principes de séparation des pouvoirs et les fondements de lesquels reposent les exigences. Mes commentaires à ce sujet est que, bien sûr, la séparation des pouvoirs est reconnue par de nombreux avocats comme faisant partie d'une disposition constitutionnelle sur cette question. Et malgré cela, toutefois, il n'existe aucune protection constitutionnelle du pouvoir judiciaire. Peut-être il existe des moyens par lesquels l'État contourne cette protection constitutionnellement illégale, voire dans l'interdiction d'en venir une ingrénie. Nous y reviendrons plus tard. On va continuer. Donc, selon la Constitution philippine, l'indépendance judiciaire est bien sûr la séparation des pouvoirs, comme mentionné précédemment. La Constitution stipule elle ne peut pas être exercée par aucun autre pouvoir exécutif ou législatif que pour le pouvoir judiciaire. Et la Cour suprême a élargi sa compétence et son pouvoir traditionnel parce qu'il y a désormais doté pour une constitution du pouvoir et déterminer s'il y a ou il n'y a pas une compétence des gouvernements. Et ça, c'est pas le but de la séparation. La sécurité de la tenure de l'année est également inscrite. Les membres de la Cour suprême et les juges du tribunal inférieur restent pendant leur bonne conduite jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, essentiellement, il n'y a aucun moyen qui dirige ou même une législature puisse raccourcir le mandat du pouvoir judiciaire pour une simple loi ou un édit. En ce sens, la Constitution a donc assuré cette sécurité du nouveau. Troisièmement, l'autonomie fiscale. Eh bien, la Constitution stipule que le pouvoir crédit ou le pouvoir judiciaire ne peuvent pas dépasser le budget. Et à partir du budget de l'année précédente et après approbation des crédits alloués au pouvoir judiciaire. Et cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen que l'exécutif ne puisse concerner l'indépendance fiscale du pouvoir judiciaire, ce qui est un autre aspect parmi les facteurs assurant l'indépendance. Eh bien, l'aspect très important de l'indépendance judiciaire, bien sûr, est un processus de nomination indépendant. Aux Philippines, la Cour suprême et les juges du tribunal inférieur sont bien sûr nommés par notre président, mais
Ils sont pas des candidats préparés par les conseils du bureau judiciaire, composé de 7 personnes indépendantes, issues de l'Académie et de la législature et du ministre de la Justice. Et ce sont un système de contrôle et équilibre dans le processus de nomination. Et les gens disent que cela garantit l'indépendance du processus. Cependant, malgré ces dispositions constitutionnelles garantissent l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut reconnaître que notre pouvoir judiciaire est très faible. Le pouvoir judiciaire bénéficie d'un peu moins de 1% du budget. Et les tribunaux ne sont pas constitutionnellement conçus pour faire du lobbying politique, et ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être soumis au Congrès. Quant à l'augmentation du budget, ils doivent reconnaître que c'est une branche illégale. Et les gens ne vont généralement pas au Congrès pour faire pression sur le budget. Et bien sûr, enfin, c'est le plus faible en raison de la nature même. C'est-à-dire que les tribunaux ici, la Cour suprême des Philippines, n'ont aucune base politique et ne peuvent pas en développer une comme l'exécutif ou le législatif. C'est donc les branches les plus faibles dans le gouvernement, bien que notre Constitution lui confère des pouvoirs de déclarer tout acte de toute branche du gouvernement qui gouverne. Quand même, malgré cette situation, cependant, malgré ces questions posées, il y a eu des débats sur les questions de nomination, le fait que le président nomme les membres. En fait, cela comprend l'indépendance. Donc, les gens ici aux Philippines ont effectivement dit qu'il est bon que l'exigence de lisibilité du pouvoir judiciaire soit inscrite. Et les Philippines, comme la Malaisie, le Brunei et dans une certaine mesure Singapour, et, à une certaine mesure au Japon, au Taïwan, c'est seulement par la loi. Et les gens disent que nous les accordons au pouvoir législatif le pouvoir intervenir parce qu'ils peuvent modifier les critères d'admissibilité de la juridiction. Et c'est donc toujours un sujet de débat en Asie. Mais le deuxième est la conviction que la citoyenneté est une garantie d'indépendance, que les juges et les magistrats ne peuvent pas être des étrangers parce qu'ils sont soumis aux intérêts, parce que c'est des exigences de citoyenneté pour les juges et les magistrats, comme si la formalité de la citoyenneté. Et c'est contre les vœux d'indépendance pour les Philippines, contrairement aux souhaits de grands pays comme les États-Unis. Il y avait des problèmes, bien sûr, aux Philippines. Affirmer que la justice a statut lorsque les bases américaines étaient ici, précisément pour montrer que la citoyenneté n'est pas synonyme d'indépendance vis-à-vis des dictats étrangers. Mais dans notre cas, nous avons une exigence de citoyenneté très stricte aux Philippines. Il faut être né naturellement, comme au Cambodge, au Myanmar. Et parmi les autres pays asiatiques, ils n'ont pas des conditions strictes de citoyenneté indépendante. Est-ce que ça assure l'indépendance? Pas vraiment. Ça ne traduit pas directement dans l'indépendance. Mais bien, les questions de pouvoir de nomination, comme je l'ai mentionné, il y a quelques temps, sont aussi un problème aux Philippines. Normalement, en Asie, c'est le président ou les rois qui nomment les membres du pouvoir judiciaire, sauf au Laos et en Chine, aussi la législature qui nomme le pouvoir judiciaire. Il y a donc un concept
système judiciaire autoproclamé ou les pouvoirs judiciaires lui-même qui nomment les membres des tribunaux inférieurs. Cela garantit que l'exécutif et les législatifs ne peuvent pas. Par suite, je transmettrai une thèse qui n'est pas nécessairement les nominations judiciaires en Corée du Sud et Taïwan pour les tribunaux. Et en général, quand même, ça révèle certaines notions d'autodétermination, mais en général, c'est les rois ou les présidents qui nomment les membres. La nomination représentative est également une idée. C'est le tiers du porte constitutionnel où les cours suprêmes prouvent des branches exécutives, législatives et judiciaires. C'est donc une division d'un tiers. Le Vietnam, un système unique chez les judiciaires qui nomme les candidats au Parlement et celui-ci recommande à l'exécutif qui nomme. Et c'est donc une sorte de collaboration entre les trois. Mais ça dépend du processus de nomination. Et d'une certaine manière, elle est compromise par le fait qu'il existe, malgré les dispositions constitutionnelles légales protégeant les pouvoirs exécutifs et gérer l'État. En fait, a réussi un compromis de l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'aimerais bien en souligner quelques-unes. Premièrement, les attaques judiciaires contre les juges et les magistrats. C'est aussi les juges. C'est ainsi que cela se passe, même si la Constitution est claire quant à la séparation des pouvoirs et à la sécurité de l'emploi. Vous attaquez simplement les juges et les magistrats, y compris, et cela se voit dans la destitution du président de la Cour, le chef de la justice de la Philippines et le président du tribunal public liste des milliards de stupéfiants, des toxicomanes. Et sur la liste, il y a 7 juges cette liste parce que des milliers de suspects figuraient sur la liste commençaient à mourir. Le juge chef a écrit une lettre. Pouvez-vous nous donner les preuves et nous accorder la raison pour laquelle nous sommes sur la liste? Et pouvez-vous nous donner une constitution de la Cour suprême comme le pouvoir de surveillance? Et le président doit déclarer le chef de la justice son ennemi pour une raison, une réaction vraiment très normale. Ça, et elle a été, il y avait une procédure de destitution contre elle parce qu'en vertu de la Constitution philippine, le président de la Cour suprême et les juges de la Cour étaient on avait avec un nouveau cas de Covanto. Beaucoup se demandaient encore s'il est peut destituer un fonctionnaire comme lui en dehors. Le président de la Cour suprême a été révoqué dans le cadre d'une procédure conjointe devant un tribunal. Et le moment où le chef de la justice a été révoqué, et cela provoque déjà un effet dissuasif sur tous les juges et magistrats. Ça, c'est déjà l'utilisation de l'abus des procédures d'indépendance judiciaire. Et bien sûr aussi, il y a des attaques contre le juge pour la décision. Le juge Monique Lagdomeo a été marqué en rouge après avoir donné la libération des 2 militants arrêtés illégalement. Ce que les marques rouges et la condamnation publique d'une personne pour être membre du parti. Et dans ce moment, tu es isolé. Ce n'est pas seulement une question de diffamation ou de calomnie, car aux Philippines, les gens disent ça. Et ils finissent morts parce que ceux qui figurent sur la liste sont marqués, sont signalés en rouge ou soupçonnés d'être communistes, sont tués par des exécutions extrajudiciaires.
Environ 1000 autres ont été tués à cause de leur décès. Des militants qui avaient fait une pétition du gouvernement du président Duterte pour prescription CPP-NPA, Parti communiste, l'organisation terroriste. Et dans cette décision, elle a déclaré que les NPA du CPP n'avaient pas organisé le but de s'engager, mais qu'il s'agisse d'une révolution par la lutte armée, non pas de la violence, et dans la poursuite du Dieu supérieur. Guerre de guérilla, a-t-elle dit, n'est pas synonyme de terrorisme après avoir pris cette décision. Énorme et massive attaque contre elle pour être une calomnieuse, une sympathisante avec le communisme. Et la Cour suprême a dû intervenir et avertir quiconque continue de mettre en garde les membres du pouvoir judiciaire ayant des pouvoirs excessifs. Voilà des exemples, dispositifs suivants. Les autres marques rouges, les juges, 28 juges ont été tués aux Philippines depuis 2001. 19 ans des présidents de Gloria et 5 juges ont été tués tous les mandats du président Aquino entre 2010 et 2016. Et 8 juges ont été tués pendant le dernier président jusqu'à 2022. Et sur l'administration actuelle du président Marcos, nous avons enregistré aucun juge tué, mais 9 juges ont été victimes d'attaques et des autres attaques. Voici, aux Philippines, il y a des juges qui sont attaqués à cause de leurs décisions et ça cause l'impartialité du pouvoir judiciaire. Et bien sûr, il y a bien un autre disque que Marjorie a déjà mentionné concernant la Cour pénale internationale. Et notre ancien président Rodrigo Duterte, et c'est le 5e crime, c'est une attaque contre l'administration de justice et la CPI. Une plainte a été déposée contre le président Duterte. Certaines victimes, des familles de victimes d'exécution extrajudiciaire ou des EGK doivent demander aux avocats en droit humain du NUPL depuis 2028 de déposer une plainte de leurs filles, qu'elles ont été tuées, mais depuis la jurisprudence en Philippines, il y a une immunité. Il sera donc rejeté par des tribunaux, bien sûr, sauf que le président Duterte contrôle les enquêteurs. Donc, c'était la raison pour laquelle nous avons déposé l'affaire devant le CPI comme le souhaitent, car les familles des victimes voulaient justice pour leurs proches. Cependant, le président Duterte, qui est intolérant envers la dissidence, n'a pas seulement attaqué les victimes, non seulement nos avocats, mais même les CPI lorsqu'il menace d'arrêter les procureurs si l'enquête aux Philippines. Il a également menacé de frapper les procureurs de la CPI. Notre président a une très grande intolérance envers la dissidence. A-t-il si tu vois, il dit, si je te gifle, non seulement il menace de frapper, il a aussi mentionné des mots comme noir et court. Donc, c'est vraiment très la honte de notre président à l'époque. Et puis, il est attaqué au tribunal. Il a dit vous étiez tout blanc et stupide et des autres choses. C'est la menace. Mais c'est les CPI. Eh bien, je pense que le procureur aurait voulu se rendre aux Philippines et enquêter par lui-même. Mais bien sûr, en raison de la menace, ils n'ont pas parti aux Philippines. Et malgré la disposition et les garanties constitutionnelles légales et l'indépendance judiciaire aux Philippines, le président n'a jamais, bien sûr, violé la disposition interdisant, par exemple, de l'autonomie fiscale ou la séparation des pouvoirs. Il ne l'a pas fait, bien sûr, mais la manière de menacer l'indépendance judiciaire et contourner ces processus légaux et constitutionnels par des menaces, partout d'autres recours forcés et des contraintes sur le pouvoir judiciaire. Donc, en gros, voici. C'est ça le problème aux Philippines. Donc,
Par exemple, il y avait des réformes législatives visant à garantir l'indépendance. Pour nous, c'était fondamental aux nations, alors que ces dispositions sont déjà inscrites et c'est plus suffisant en fait. L'État philippin suivra ces principes car vous savez qu'il n'y a même pas besoin d'une réforme majeure en ce qui concerne les Philippines. Bien sûr, des dispositions, peut-être il faudrait se concentrer sur la sécurité institutionnelle plutôt. Le processus de rendez-vous, de nomination, concentre également sur ces autres types d'actions de l'État qui consistent à attaquer le pouvoir judiciaire parce que c'est plus effectif. Je crois que c'est plus efficace de compromettre l'indépendance judiciaire que les moyens conditionnels. En regardant sur la pratique des États, nous espérons que la communauté internationale fait partie des marquages rouges. Bien sûr, on n'est rien d'autre qu'un effort, une tentative des dissidences espionnées, car tant qu'on vous traite de communistes ou de nouveaux membres de l'armée, c'est donc le but du marquage rouge. C'est un simple cas de diffamation ou de calomnie contre la dignité d'une personne, par ainsi dire, mais c'est plutôt une menace pour la vie, la liberté et la sécurité des victimes d'une remarque rouge. Enfin, bien sûr, l'une des choses qui peut être importante est l'augmentation de la solidarité et pourrions recommander en fait, mais surveiller au moins les attaques contre les juges et les avocats, afin qu'il puisse y être des réponses des pays ou des autres groupes juridiques. Par exemple, je dis le tribunal suprême qu'il a publié une déclaration très forte après le marquage rouge de la présidente des juges philippines et les actions et les mesures prises par des autres pays, par exemple, encourageant la Cour suprême à considérer des actions contre les autres. Et j'ai parlé à Saladin lors de notre dernière réunion lorsque le juge en chef a été limogé. Et nous avons organisé des rassemblements devant l'ambassade au Pakistan. Et les bars intégrés ne participent généralement pas les rassemblements, mais dans ces cas-là, il a organisé des rassemblements. Des remis notre lettre à l'ambassadeur Pakistan. Donc, nous dénonçons les attaques contre les juges et les avocats et ça serait un aspect important pour renforcer l'indépendance de la justice. Et effectuer des missions d'enquête est bien sûr un aspect très important car nous constatons à chaque fois qu'une mission internationale d'enquête aux Philippines, il ne s'agit pas seulement de documenter ce qui se passe dans les pays en termes d'attaques contre les avocats et les juges pendant la président Duterte, car 204 avocats ont été tués pendant les 6 années. Il y a eu des efforts de la part pour réduire des attaques, en particulier pendant des périodes où la mission d'enquête au président. Donc, en fin de compte, malgré que les dispositions institutionnelles en législatif et droit international, en faisant progresser l'indépendance, en favorisant le système judiciaire, il contribuerait également à renforcer des dispositions constitutionnelles soient reconnues, mais toute attaque, toute violation de cette indépendance sera tenue responsable non seulement aux Philippines, mais aussi à la communauté internationale. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce forum. Merci beaucoup, Neri, pour nous avoir expliqué comment les juges ils sont attaqués par le gouvernement avec
des meurtres, des marquages rouges et ce soi-disant liste de drogue, et ce qui comprend la séparation des pouvoirs et l'importance de la solidarité. Je tiens aussi à vous remercier pour votre participation à ce séminaire, car elle est plein de milieux il est minuit aux Philippines et vous êtes au plan de campagne électorale. L'effet que tu puisses être ici. Merci beaucoup. Le prochain candidat, c'est Salahuddin. C'est à vous. Audrey. It's an honor to be invited to speak at this on the state of C'est un honneur d'être invité parler ici de l'état de l'indépendance judiciaire dans un contexte international. J'ai l'intention de diviser ce papier en trois parties. Tout d'abord, je vais commencer par décrire les instruments internationaux et les normes normatives et prescriptives en matière d'indépendance. Ensuite, je passerai à la régression en global selon ces normes comme en témoignage les pays économiquement avancés et moins développés. Et bien sûr, puisque je pratique le droit au Pakistan, je vais notamment retracer l'ascension et la chute de l'indépendance judiciaire dans notre pays, surtout après la récente 26e amendement constitutionnel. Troisièmement, je suggérerai quelques mesures que la communauté internationale des avocats et des universitaires pourraient prendre pour améliorer la sécurité, malgré le fait de vivre dans un monde qui semble s'éloigner d'un ordre basé sur des règles vers un ordre fondé sur la puissance et les bons types d'ordre de nombreux niveaux. Maintenant, concernant les parties concernées, maintenant, l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est un standard reconnu au niveau mondial, en endroit. Pour commencer, probablement la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle j'ai référé qu'elle est adoptée par les Nations unies en 1948. L'article 10 stipule que chacun a droit à une pleine égalité, à un procès complet, équitable et public par un tribunal indépendant et impartial pour... je ne connais aucune accusation criminelle contre lui. Maintenant, en 1976, le pacte international relatif aux droits civils et politiques a entré en vigueur, ce qui a maintenant été dépassé par mois de 174 jours. Donc, ça peut pas proche de presque tous les pays. L'article 14.1 du PIDCP stipule encore une fois que la détermination de toute accusation pénale doit avoir un procès juste, équitable et public, indépendant et impartial, établi par la loi. De même, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est presque identique. Et il a été adopté non seulement par les membres de l'UE, mais aussi par presque tous les pays dans le continent européen, comme la Turquie et l'Islande. Puis, l'article 8 de la Convention américaine des droits de l'homme, qui a été ratifiée par presque tous les pays, en Amérique centrale et du Sud, c'est dans le même terme que l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été adapté par tous les membres des pays africains. Cela oblige également chaque État à garantir l'indépendance des tribunaux. Et en tant que cela puisse être le droit d'accès à un organisme indépendant reconnu mondialement. Et l'écrasante majorité des pays se sont engagés à protéger ces droits en tant qu'obligation internationale. Maintenant, nous en venons
aux normes internationales prescriptives. Donc, c'est très bien reconnaître que le pouvoir judiciaire de chaque pays devra être respecté et libre influence extérieure et dans le gouvernement. Mais comment réaliser cet objectif? Quelles sont les garanties de base et des mesures que tous les pays doivent prendre afin que leur système judiciaire puisse vraiment être considéré comme indépendant? Maintenant, les organisations et les internationaux ont également beaucoup travaillé sur ces sujets. Encore une fois, commençons par les Nations Unies. Donc, en 1985, les Nations Unies ont adopté les principes de formation avec l'objectif de combler le fossé entre la vision annoncée dans la Déclaration de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la situation réelle présentée sur le graphique. Les principes de base demandant premièrement l'indépendance de leur pouvoir judiciaire effectif était garantie par la Constitution. Loi numéro 2 qui leur conférait une compétence excessive pour trancher toutes les questions d'intervention. Et l'autorité de décider si une question relève au nom de sa compétence juridictionnelle. Aussi, les tribunaux ordinaires suivant également les procédures judiciaires ordinaires qui n'ont pas suivi les procédures légales établies, comme les tribunaux militaires. Et troisièmement, que les pouvoirs judiciaires soient protégés de toutes sortes de pressions extérieures lorsqu'ils statuent sur des affaires, que ce soit par l'incitation, l'influence, pression ou menace de toutes parts de source. Quatrièmement, les juges devront être nommés au mérite en tenant compte de leur intégrité et de leur capacité. Les processus de la sélection devront également prévenir toute sélection motivée par des motifs inappropriés ou toute forme de discrimination. Cinquièmement, les juges devront avoir la sécurité d'emploi. Ils ne peuvent pas donc être menacés des destitutions ou une décision impopulaire. La suspension peut avoir lieu d'après un procès en cas de violation des normes établies de conduite judiciaire. Et aussi, il y a aussi des promotions au sein de la magistrature devraient être fondées. Et tant de critères à travers. Et l'attribution des affaires au sein des pouvoirs judiciaires devrait être une question d'administration judiciaire interne pour le gouvernement. Ne puisse pas choisir quel juge entend quelle affaire, et surtout celles qui sont importantes. Et en 1989, les membres des Nations Unies ont été invités à fournir, soumettre un rapport à l'ONU, mentionner leur progrès dans la mise en œuvre de ces principes. Et la même chose ici pour la Commission des droits de l'homme. Les nations donnent également à tous les États membres que tout en mettant, ils devront également prendre en compte les projets des déclarations et ce qui est aussi connu sous le nom des déclarations Gingell. Il prévoit non seulement le juge doit être libre de toute influence extérieure, c'est-à-dire du gouvernement, mais il doit aussi être libre de toute influence interne lorsqu'ils prennent leurs décisions dans chaque façon. Donc, cette pression verticale, horizontale devrait être enlevée dans les recherches judiciaires. Et dans la sélection des juges, contribution du pouvoir judiciaire et des avocats et des avocats législatifs dans le processus, c'était acceptable. Ce n'était mais seulement à condition que des garanties scrupuleuses soient maintenues contre les raisons du motif inapproprié pour la nomination du juge. Troisièmement, que les dirigeants ne cherchent pas à usurper la juridiction des tribunaux ordinaires et qu'ils ne soient pas remplacés par des cours aux tribunaux. Et en particulier, la compétence
des tribunaux militaires devra être limité aux infractions militaires uniquement. Comme vous le savez, dans de nombreux pays du monde, pour des cours martiales et les tribunaux militaires sont utilisés comme méthode pour juger des gens condamnés et punir des gens sans leur donner les garanties d'une procédure régulière. Et quatrièmement, la déclaration des signes prévoit que l'administration de justice et le fonctionnement général du système judiciaire devra bien sûr être sous contrôle. L'exécutif ne devrait pas tenter d'usurper ces contrôles. Il devrait mettre à disposition des ressources adéquates pour que les pouvoirs judiciaires puissent exercer ces fonctions. Quatrièmement, cinquièmement, que les décisions judiciaires doivent être respectées, appliquées. Ni l'exécutif ni le législatif ne devraient tenter d'inverser. Et que ça ne pourrait pas modifier la composition du code pour influencer la prise de décision du tribunal. Sixièmement, l'affectation, transfert et détachement des juges devra être effectué par les pouvoirs judiciaires ou par l'intermédiaire d'un conseil ou d'un organe judiciaire. Les transferts des juges doivent se faire effectuer avec leur consentement à une politique économique. Ce n'est pas seulement le mandat des juges doit être assuré, mais aussi leurs conditions de service et leur rémunération soient protégées par la loi. Et cela n'a pas été modifié de détriment de leur incapacité de travailler et les rendant exercer leurs fonctions. Et enfin, ce qui est très pertinent pour ce dont on parler, que l'exécutif assure la sécurité et la protection des juges et de leurs familles. Ils ne devraient pas être poursuivis ni inculpés pour leur conduite judiciaire. Sauf autorisation d'une autorité judiciaire compétente. Maintenant, se trouvent des déclarations diverses et chartes d'organisations internationales privées telles que l'Association internationale des juges qui compte des représentants des systèmes judiciaires nationaux de plus de 80 pays. Maintenant, la charte universelle du juge a été approuvée à Taïwan en 1999 par l'Association internationale des juges. Il est particulièrement pertinent à développer les principes énoncés dans la déclaration CGV. À venir l'Europe, le Conseil de l'Europe a également émis des recommandations similaires en 1994 et prescrit être autre chose, c'est que l'organe prenant des décisions concernant les sélections et les perspectives de carrière des juges devra normalement être indépendant du gouvernement et cela devrait faire partie des membres choisis par les pouvoirs judiciaires. Avec la mise en garde que dans les pays la Constitution, la loi l'autorise, l'exécutif à participer, il devra y avoir des garanties et des mises en place pour que toutes les décisions relatives à la sélection ou promotion des juges soient fondées uniquement et pas pour les motifs inappropriés. Et deuxièmement, l'attribution et la réparation des affaires au sein d'un tribunal doivent se faire un processus objectif automatique parce que c'est aussi l'un des moyens des résultats judiciaires. Lorsqu'un organe non judiciaire ou un gouvernement peut fondamentalement sélectionner des juges qui entendront une affaire particulière. En 1999, le Conseil de l'Europe a formellement adopté la charte et lorsque les États membres ont été invités à veiller des responsabilités des élections à l'avancement professionnel et ils ont dit que 50% du corps devrait être composé de juges choisis par leur pairs. Maintenant, de même, le Commonwealth est une association de 56 pays qui était autrefois
des territoires britanniques a également établi des normes normatives de l'indépendance judiciaire. Et ceux-ci sont connus comme les principes de la maison Latimer, élaborée en 1999. Et puis, il y a la déclaration les principes de Pékin sur l'indépendance du pouvoir juridique a été adoptée en 1997, signée par 32 juges chefs de justice de la région Asie-Pacifique. En Afrique, l'Union africaine a fait de même par l'intermédiaire du chef de adoption des principes directifs relatifs aux droits équitables. Donc, importe où vous êtes dans le monde, les normes générales et prescriptions spécifiques, dans de nombreux cas, ils font aussi partie de l'obligation spécifique depuis des vertus du traité international. Bien sûr, dans certains pays comme la juridiction des droits civils en obligation conventionnelle ratifiée font automatiquement. Dans d'autres pays, ils font partie de la loi domestique, mais même dans ces derniers cas, c'est généralement un principe général d'interprétation suivi dans la plupart des juridictions comme lors des lois générales des tribunaux interpréteront toutes les mesures de possibilité. Les lois nationales sont sujets en conformité avec une obligation découlante. Donc, cela peut être en soi un moyen efficace de renforcer en utilisant les litiges d'intérêt public dans le système judiciaire national de chaque pays pour promouvoir l'indépendance judiciaire conformément à tout instrument international. Mais je vais en parler plus dans la troisième partie de mon article. Pour l'instant, je veux passer à la deuxième partie qui est la régulation indépendance judiciaire. Donc, tous les pays ont leur propre lutte pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais récemment, nous avons observé une tendance plus globale et l'exécutif et le législatif de nombreux pays différents ont cherché à établir. Et ce n'est pas une coïncidence si cela est arrivé de pair avec une montée mondiale du populisme national. Et c'est bien sûr, ça fait partie de l'histoire. Mais invariablement, les nationalistes et les dirigeants populistes voient un pouvoir judiciaire indépendant à la fois comme une menace et une contrainte sur le pouvoir et l'humilité qu'ils souhaitent. Maintenant, aux États-Unis, je pense que Marjorie l'a mentionné, l'administration de Trump, voyons que vous connaissez l'administration des dirigeants législatifs qui affirme que les juges ayant rendu des décisions contre eux devraient simplement être destitués ou leurs tribunaux reconstitués. Même aux États-Unis, au Royaume-Uni, quand la Cour suprême a rendu certaines décisions concernant le Brexit, certains politiciens et certaines sections des médias les qualifient d'ennemis, comme des ennemis. C'est bien sûr un exemple classique d'influence extérieure de pression. Et dans sa précise des décisions, et c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas dans cet argument ostensible et démocratique contre les juges non électrifiés qui composent leur volonté au gouvernement élu. Un juge dépend de... En fait, c'est souvent son travail et le contraire pour protéger les plus faibles. Protéger les couches les plus faibles de la société contre les expressions indues, la volonté majoritaire ou populiste, ce qui signifie la déclaration des droits et les droits fondamentaux, peu importe leur appellation. Et maintenant, même aux États-Unis, nous voyons aussi cette détermination accrue de la part des politiciens pour s'assurer que seuls les juges partagent leur opinion politique, soient nommés ou élus
Donc, quand vous avez une situation, le président ou le Sénat vote pour et sa compétence professionnelle ou son intégrité deviennent secondaires, je pense que cela pose des questions très sérieuses pour l'indépendance. Et c'est contraire aux normes internationales prescrites. De même, lorsque les juges des cours suprêmes d'un État sont élus, vous avez l'occasion, beaucoup de sommes sont dépensées dans la campagne, où un donateur comme Elon Musk peut contribuer, vous avez 25 millions de dollars à la Cour suprême Wisconsin. Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant les influences extérieures sur le pouvoir judiciaire. En arrivant en Europe, en Pologne, nous avons vu une multitude en Pologne travailler l'indépendance du pouvoir, le pouvoir du judiciaire en prenant des mesures disciplinaires, modification de la composition de leur cour constitutionnelle et modifiant les quorums et les procédures des tribunaux pour rendre plus difficile des actes législatifs ou exécutifs. Abaissant de l'âge de départ à la retraite des juges, tout en lançant une campagne médiatique en ligne. Et j'ai pris quelques mesures pour lutter contre cela, mais celles-ci ne sont clairement pas efficaces jusqu'à présent. Une situation similaire, comme a souligné Bajari, se trouve en Hongrie, où l'exécutif a pris toutes les mesures possibles pour subjuguer le pouvoir judiciaire en nomination des présidents de tribunaux. Ensuite, contrôler les processus de promotion des juges, utiliser les amendements constitutionnels parce qu'il avait une majorité suffisante et utilisante amender, substituer pour surcharger des tribunaux et restreindre la capacité du pouvoir judiciaire. Et de même, en Israël, le gouvernement Netanyahu a modifié les lois fondamentales pour limiter et pour renforcer le contrôle du gouvernement sur les nominations judiciaires. Nous avons donc vu des développements similaires dans de nombreux pays, comme aussi en Amérique du Sud, en Afrique, ou même dans l'Indie, qui a une longue histoire d'indépendance judiciaire en régression. S'ils s'inclinent devant les gouvernements maudits, le Pakistan ne fait pas exception à cette tendance régressive. Le système judiciaire pakistanais n'a historiquement été considéré comme indépendant, bien qu'il y a eu des garanties et sûrement, surtout concernant les militaires Pakistan, qui a toujours eu une influence démesurée sur la politique du pays, mais à partir de la fin des années 80, les pouvoirs judiciaires pakistanais a fait un effort concerté pour établir une plus grande indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Et en 2007, nous avons fait des exercices pour obtenir une plus grande indépendance et fondamentalement un licenciement et l'assignation de la résidence du président de la Cour, dont Neri avait évoqué. Et dans ce temps-là, Pakistan était sous une militaire dirigée par le général Parvez Marshall. Mais une fois, si la famille était licenciée, elle a déclenché des protestations publiques par d'avocats, des bars et beaucoup ils sont partis en prison. Et cette protestation publique, cette manifestation a été rejointe par le public et cela a attiré beaucoup d'attention internationale de part des organisations de défense des droits. Aux États-Unis, à la Malaisie et aux Philippines, de l'autre, il y a eu des rassemblements dans différents pays. Il y avait des événements. Et finalement, vous savez, l'aboutissement des plans communaux de la pression nationale a été général Musharraf fut reversé et que le régime démocratique au Pakistan fut réétabli. Et puis, en 2008, après son départ, il a été expulsé.
Un amendement constitutionnel a été introduit qui renforce le rôle de la magistrature pakistanaise et l'ingérence directe du gouvernement judiciaire a été créée. Dans cette commission judiciaire, les juges étaient majoritaires et les barres avaient quelques nominés, mais la majorité était des juges. Et après que les juges aient choisi un candidat particulier pour une fonction, mais pour la position finale, la commission parlementaire ne pouvait pas rejeter un juge dont c'était une question. Elle ne pourrait pas les rejeter s'il y avait des autres problèmes d'intégrité. Donc, le bilan était donc fermement en faveur du pouvoir judiciaire, mais avec la résurgence de ce dernier au Pakistan a conduit à des ressentiments au sein des forces militaires des gouvernements élus successifs. Les campagnes médiatiques ont donc été lancées contre les juges qui rendaient des décisions désapprouvées et leurs conversations téléphoniques ont été enregistrées et seraient rendues publiques et publiées sur les réseaux sociaux. Les membres de leur famille seraient également victimes d'un piratage informatique et vous savez que ces mêmes plateformes des agences de renseignement ont été publiées. Les juges de la Cour suprême et des hautes cours doivent être révoqués sur un prétexte ou un autre. En 2023, c'était un des cas dans lesquels j'interviens encore. 6 juges du tribunal d'Islamabad, qui est la capitale, ils ont déposé une plainte officielle contre les agences qui continuent les pressions sur eux pour une tranche des affaires. Ils ont souligné et ils se sont remis à la caméra secrète qui avait été découverte dans leur chambre. Ils ont également indiqué que leurs proches avaient été enlevés et invités à leur transmettre des messages pour qu'ils se comportent bien. Après cela, ils ont reçu la Grande Cour suprême du Pakistan interrogera aux 4 autres hautes cours provençales si leurs juges avaient été soumis. Ils ont dit, oui, nous avons aussi été confrontés à des problèmes civils, mais la Cour suprême du Pakistan a pris note de cela et ils ont tenu quelques audiences. Mais ensuite, cette méthode secrète de pression sur le pouvoir judiciaire a été révélée. L'exécutif et le législatif ont adapté une méthode plus ouverte et ils ont adapté le 26e mandat. Il est important de noter que cela est produit peu après de l'élection très disputée au Pakistan. L'élection de 2023 largement accusée d'avoir été truquée contre les partis politiques les plus populaires, les PTI, dirigés par l'ancien Premier ministre. Maintenant, les résultats de ces élections ont été contestés devant et c'était une source de grande tension pour le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement s'est donc réuni avec ses alliés et ils ont adopté le 26e amendement constitutionnel qui leur a permis de contrôler fondamentalement, même pendant l'adoption de cet amendement constitutionnel, plusieurs chefs d'opposition, députés et sénateurs ont été présents. Membres d'Assemblée ont donné des entrevues et des déclarations sous serment, affirmé que leurs proches avaient été enlevés par des services de renseignement. On leur a ordonné de voter en faveur de l'amendement constitutionnel malgré toute cette coercition. L'amendement n'a été adopté qu'avec une vote supplémentaire, mais de son adoption. Il évoquait cela essentiellement marqué la fin du système judiciaire pakistan. En premier lieu, il a permis aux partis au pouvoir de nommer le président de la Cour suprême du Pakistan. Et par vertu de la Constitution, ce dernier a été nommé automatiquement et puis au juge de la Cour, le président de la Cour suprême, mais ils ont pris le pouvoir de choisir le président de la Cour suprême. Et ils ont
les plus hauts juges, les plus anciens, les juges Mansour Ali Shah, qui était considéré, il était nommé quelqu'un qu'il considérait. Après, dans le 26e amendement, a également modifié la composition de la commission judiciaire. Alors qu'auparavant, les juges déterminaient la majorité au sein de la commission, mais grâce à cet amendement, ils ont permis au gouvernement de contrôler efficacement les commissions judiciaires. Les juges étaient restés en minorité et donc pratiquement restés en minorité aussi toutes les nominations. Et plus important encore, ce qui fait le 26e amendement, et il est très récent, c'est qu'il n'y a que 6 mois, il crée des tribunaux constitutionnels spéciaux au sein des autres cours et la Cour suprême au Pakistan. Maintenant, ces tribunaux constitutionnels ont désormais une compétence exclusive d'importance constitutionnelle contre le gouvernement. Maintenant, les tribunaux constitutionnels sont également choisis par la commission judiciaire, ce qui, comme je l'ai dit précédemment, est devenu un proxy du gouvernement. Et les membres de ces tribunaux constitutionnels n'ont aucune sécurité. Ils peuvent donc être retirés de ces bois à chaque moment. Et fondamentalement, les gouvernements choisissent maintenant les juges qui peuvent entendre des affaires contre lui. Évidemment, les résultats de cela ont été ces 6 derniers mois. Peut-être toutes les affaires déposées contre le gouvernement ont été rejetées. Et pour ajouter un dernier coup, vous savez, les coups durs, vous savez, l'amendement constitutionnel stipule que les juges devront désormais subir une évaluation annuelle. Et chaque juge qui obtient plus de 2 avis évaluation négative dans une année, des procédures vont être révoquées. En ce qui concerne ces juges de la Haute Cour d'Islamabad qui avaient osé se plaindre d'ingérence dans les affaires judiciaires par les agences de renseignement, les gouvernements, les ajustements enlevés et les a retirés de toutes les affaires, de tous les tribunaux chargés examiner toutes les affaires présentes. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons même parlé d'un pouvoir judiciaire indépendant. Et la tragédie, c'est qu'elle n'a pas été affectée par un régime militaire, mais par un gouvernement prétendu élu via une modification constitutionnelle. Que faire? Et cela mène à la dernière partie. En premier lieu, je pense aux avocats et aux militaires militants dans les pays confrontés de telles menaces. Ils doivent faire tout leur possible. Maintenant, il y a bien sûr une résistance politique qui est essentielle, mais je pense qu'ils devraient aussi tenter de susciter et de promouvoir la résistance. Les juges ne doivent pas se contenter de reculer. Maintenant, bien sûr, lorsque les menaces à l'indépendance judiciaire proviennent d'amendements législatifs, et les juges sont souvent très méfiants d'être accusés par des exécutifs élus de débordements judiciaires ou de s'immiscer dans le pouvoir et sphère politique. Mais je pense qu'il y a un très bon document concernant le devoir du juge. Castillo Jazir du Royaume-Uni, Yanef Rajnai, de son spectacle, intitulé L'autodéfense démocratique des cours constitutionnelles. Je vous encourage tous à le lire s'il n'est pas déjà fait. Et il recommande cela dans les cas où les outils de la démocratie sont utilisés, savoir l'action législative des amendements constitutionnels soit utilisée pour détruire les fondements même d'un pouvoir judiciaire indépendant. Il incombe donc aux juges d'élargir davantage leur pouvoir
des contrôles judiciaires afin de protéger les systèmes constitutionnels et la trichotomie des pouvoirs. Deuxièmement, en ce qui concerne la communauté internationale, je pense qu'il faut plus de sérieux et tout aussi important, une plus grande cohérence dans l'attitude des instances d'organismes internationaux envers le pouvoir judiciaire. Par exemple, Marjorie, elle avait mentionné le refus de Viktor Orban d'autorisation d'exécution du mandat d'arrêt pour le président Netanyahu. Mais sur ce sujet, les mesures violations antérieures, mais que fera lui si, par exemple, l'Allemagne il a juste invité Netanyahu malgré il y a ces mandats et malgré cette convention de l'CPI. Maintenant, c'est quelque chose comme une disparate de condamnation selon les pays qui prend. Il faut y remédier. Enfin, troisièmement, je pense que dans des moments comme ceci, il est essentiel que les avocats et les universitaires unissent leurs voix à l'échelle mondiale pour sensibiliser davantage les publics à créer. Et c'est pourquoi je suis ravie d'avoir été invité aujourd'hui à participer à cette lecture par l'ADL. Et j'aime bien vous remercier tout le monde pour votre patience. Merci beaucoup, Saladin, d'avoir retracé l'évolution du droit international visant le projet d'indépendance de la magistrature et les interprètes particuliers qui cherchent à saper son indépendance, notamment en Pakistan, les stratégies d'attaque contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je tiens à ajouter cela en 2017 et 2008, lorsque j'étais présidente de la Guide nationale des avocats, nous avons agi en solidarité avec les avocats pakistanais qui ont résisté aux attaques contre les juges indépendants et beaucoup d'entre eux ont subi une répression incroyable pour cela. Ensuite, on a Nathalie. C'est à vous. Merci Marjorie, merci Saladin et Nare. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour moi. Il y a tellement de choses qui ont été couvertes déjà. C'est une autre histoire. Notre concentré sur les États-Unis. Aujourd'hui, je vais parler de la perspective de justice et des menaces, l'impartialité judiciaire et le droit. Et comme j'ai déjà évoqué, voici le dispositif, le collectif Jody Watcher, un cabinet d'avocats, une organisation de défense des droits à but non lucratif dirigée à Standing Rock pour soutenir des protections de l'eau confrontées à la communication suite de la proposition pour Pipeline Dakota accès en 2016. Donc, VPC a été autrefois basé au Dakota au Nord et nous avons réagi à cette injustice. Il était considéré comme Standing Rock. Je vais plus rapidement ici. Mais surtout, il y avait peu après 800 affaires criminelles à Standing Rock. Et alors, on s'est vraiment comprendre comme ça vraiment c'est une menace et aussi lorsque nous parlons de génération de l'enfant, nous parlons comme utile. Cela implique une action, quelques contacts où cela est comment utiliser. Certains ont déjà raconté par Nare et Saladin, inclus dans la lutte politique, n'est-ce pas? Utiliser la procédure judiciaire, des poursuites, des enquêtes et des accusations criminelles. Nous avons les droits internationaux lorsque l'État ou des organisations utilisent les droits internationaux comme moyen de contester les actions. Et vous avez une guerre juridique stratégique lorsque ce n'est pas corporatif.
et c'est des sorties judiciaires contre les opposants moins dotés. Dans un autre contexte aussi, le combat juridique n'est pas nouveau, mais son ampleur, sa visibilité et ses implications sont en croissance. Si nous en prenons un rapide coup d'œil en arrière, aux États-Unis, nous avons vu l'essor des Continental Prod en 1956 à 77, qui était un programme de FBI ciblant par la surveillance, l'infiltration et le harcèlement juridique. Nous voyons aussi les racines du système juridique, de la suppression et l'occupation, la répression des territoires et la doctrine de colonisation, notamment la doctrine du couvert aux États-Unis. C'est la dépossession sont toujours actuelles. C'est les terres des terres indigènes. Sur l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait une codification par la loi et la dissidence décriminalisée. C'est quelque chose qu'on va continuer à voir. Et dans les implications modernes, nous voyons l'érosion des libertés civiles avec les lois expansives et les pouvoirs d'urgence qui l'administration Trump et sa deuxième itération entend. Bien au-delà de la portée prévue du décret, il y a une augmentation de l'effet s'accroît avec l'accord, ce qui réprime la prostitution, la parole de l'organisation, ainsi que d'outils juridiques d'application sélective, illégal les groupes marginalisés, comme on a mentionné nos orateurs précédents, la mondialisation du droit à des recours accrus du droit international ainsi qu'aux actions juridiques internes et le cadre des conflits. Spécifiquement aux États-Unis, ciblant spécifiquement les défenseurs des premières lignes, la criminalisation de la dissidence et la poursuite stratégique, le langage écoterroriste et peine renforcée surveillance quand il prône l'entreprise privée, militaire et de sécurité. Je viens donc passer brièvement à chacun. Quand on parle de guerre juridique, voici cible défenseurs des droits d'hommes sont premiers par leur activisme et leur travail dans les domaines des droits autochtons et la justice environnementale. Les peuples représentent 5% de la population mondiale, 80% de la biodiversité restante dans le monde. Et en première, dans le rapport Analyse mondiale 2022, il y a eu 401 défenseurs des droits d'homme ont été tués dans 26 pays. La grande majorité d'entre eux étaient au peuple indigène et les États-Unis ne sont pas inclus dans les statistiques. Il existe un manque de preuves, une lacune critique en matière de recherche sur les données et c'est un besoin que nous devons combler. Les défenseurs autochtones ont subi près de 20% des attaques entre 2015 et 2022, selon un récent rapport de l'ONU sur la criminalisation. Et donc, ce qui concerne certaines des lignes de front que nous avons observées aux États-Unis face à la montée de la criminalisation des manifestations des défenseurs ont été inculpées en vertu des lois larges ou très vagues, des projets de loi sur l'infrastructure critique, surtout depuis Saint-York, mais ce que nous voyons, c'est une augmentation de la criminalisation. Nous avons eu 854 arrestations sur la ligne 3 qui est l'opposité Atlanta, qui avait à Hawaï, la Grande Île. Il y avait 330 aînés pour tenter d'empêcher la profanation de l'Ambani sacrée. Black Lives Matter a enregistré 14 000 arrestations dans 49 villes. À Standing Rock, nous avons mentionné cela, 800 arrestations des protecteurs de l'eau. Dans la majorité d'entre eux ont été licenciés, ce qui signifie aussi que parmi les gouvernements terminés, si les poursuites judiciaires sont engagées de bonne foi ou de mauvaise foi, et voici. Il y a probablement des affaires
Ils ne sont pas intentés de bonne foi et première sens. Nous avons constaté un usage excessif de la force comme Standing Rock. Les conséquences ont été l'adoption de la loi et de l'infrastructure des affaires Greenpeace et des peines plus sévères. C'est très important, comme Neri déjà en a parlé, les marquages rouges aux États-Unis, peut-être depuis les temps. On voit ça, une condamnation beaucoup des armistices, des combats, c'était historique. Et historiquement, il a été utilisé aux États-Unis. Et juste hier, elle était la journée de la Terre, pas seulement ici aux États-Unis, partout dans le monde. Mais l'une des choses auxquelles l'organisation s'est préparée était un éventuel décret exécutif qui aurait dû cibler les organisations environnementales. Il y a une attaque générale au plus large contre les secteurs pas lucratifs, en particulier pour les organisations travaillant dans et une préoccupation concernant le ciblage et des activités similaires aux étiquettes rouges comme était augmenter les fonds, la poursuite financière. Et dans les années 70, en particulier, nous avons vu la montée de l'écoterrorisme comme terme. Et il y a des audiences du Congrès sur cette idée d'écoterrorisme. J'en ai quelques extraits ici, mais vous verrez que le dossier du Congrès indique que l'écoterrorisme était, je cite, tout aussi dangereux et a mentionné Earth First Activists en faisant partie d'une citation dans une citation, le Congrès, suite à l'audience, dans le but d'entraver la récolte du bois en 1998. Et puis, une décennie plus tard, nous avons vu cela. En 1995, il y avait un nouveau sous-comité de la Commission judiciaire de la Chambre dont représentant sur les crimes a été constitué dans une nouvelle norme, l'écoterrorisme. Père de l'expression écoterrorisme et homme d'affaires définissait l'écoterrorisme pour le comité comme un crime commis pour sauver la nature. Il y a, je cite, tous les crimes, l'intrusion au meurtre. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont dans l'auditoire, qui sont avocats ou même non avocats, vous pouvez en comprendre. Et donc, un seul crime ne peut donc pas réellement englober tout cela, n'est pas, et qu'on voit encore 10 ans plus tard, ou juste quelques années plus tard, en fait de 10 ans, 2002, les comités de... Et voilà, le chef du FBI a écrit la montée des groupes extrémistes par des écologistes en 1997. Il a reconnu et raconté que la grande majorité des défenseurs ne sont pas violents, mais qu'il arrive parfois que des propos volatiles dégénérants en action illégale entraînent des dommages matériels. Nous voyons donc cette augmentation du début des années de l'extrémisme, de l'écotourisme, destruction des propriétés. L'FBI a défini l'écotourisme comme utilisation ou la menace d'utiliser la violence contre les victimes innocentes, des groupes innocents pour des raisons politiques, environnementales. Et quand on parle des effets, voici le dispositif suivant montre que ce langage peut faire, je veux dire, les effets sont désastreux dans les cas de Jessica Reznick
en juillet 2021. Elle a été condamnée à 8 ans et aux 96 mois de prison fédérale après avoir plaidé coupable. Elle a causé des dommages à la pipeline de Dakota, ce qui n'est pas une opération menace pour matériel. Mais dans son cas, les tribunaux fédéral district a en règle 2017 84 membres du Congrès à l'ancien demandant ils ont persécutés comme des terroristes domestiques. Ils devraient être poursuivis d'avoir payé 80 millions de... Et en conséquence, le tribunal fédéral de district a appliqué une augmentation de la peine pour terrorisme qui a porté sa durée de 37 à 46 mois après avoir plaidé coupable à 210 jusqu'à 240 mois. Et finalement, elle a été condamnée à 8 ans. Elle purge donc cette peine, mais voyons que ce genre de peine plus sévère est l'application des langages. Et une partie de la peur verte, une partie du marquage rouge, une partie de ce que nous voyons aujourd'hui dans l'équitage du juge, l'effet du juge comme militant judiciaire, juge de gauche, etc. Ce genre de langage est important lorsque nous parlons de ce qui se passe actuellement de matière de temps, droit et procédures régulières. Saladin a mentionné les doxages. La surveillance, c'est une forme de surveillance, mais nous l'avons vu dans le contre-pro. Cela fait partie de l'héritage contre-pro. L'utilisation de contre-pro ou d'opérations de contre-espionnage dans les années 60 a largement utilisé contre le mouvement de libération. Et il était tout considéré comme le décès et les tactiques de contre-insurrection actuellement incluent une surveillance accrue et des violations des droits. Nous voyons le rapport d'avocats ciblés à leur retour aux États-Unis avec les questions sur l'emplacement de leur téléphone où il était violation flagrante des droits et la vie. Et une autre chose qui nous préoccupe également beaucoup en ce moment aux États-Unis, le ciblage des citoyens sur la base de leur race, de leur idée politique et de leur affiliation politique. Je pense que cela est très visible dans les cas actuels et pour leur opinion. Des sociétés militaires et de sécurité privée font aussi partie des tactiques de guerre civile. Des PMSC ou des entrepreneurs privés qui se livrent au comportement équivalent. Il y a donc une responsabilité ou une surveillance limitée, voire inexistante pour les violations des droits humains. Et à New York, entre septembre 2000 derrière les pipelines a embauché au moins du comté, y compris Tagason, qui était un ancien sous-traitant du département, avec les bureaux Afghanistan, Indie, au Irak, au Japon et en Jordanie, en Amérique latine, en Arabie saoudite et aux États-Unis. Mais surtout, on a été formé des opérations antiterroristes, alors qu'on a fait un très bon travail. On a rapporté cela à l'époque. Aline Brown l'écrit honnêtement comme cela se passait dans leur message WhatsApp divulgué. Les droits sous-traitants des Tagason utilisent des termes d'euphémisme pour désigner, je suis désolée, comme des djihadistes. Ainsi, dans les documents internationaux de l'ONU, il y a eu des rapports sur l'utilisation des sociétés militaires et des sécurités privées qui ont été qualifiées en euphémisme pour désigner ces entreprises.
Passons donc aux poursuites stratégiques contre la participation publique, qui est l'une des tactiques plus importantes contre l'impartialité judiciaire des droits. Les stratégies contre la participation publique sont intentées principalement pour utiliser les processus judiciaires lui-même pour imposer des contraintes universelles et dans ces cas, les transferts d'énergie contre Greenpeace ont soutenu la protestation sans restriction. No Danger, celle contre le pipeline North New York, les plaintes sont généralement déposées par une société, mais de certains pays, elles ont été déposées par des organismes gouvernementaux contre des groupes et des individus ou des communautés directement touchées en présenté à leur prise. Et certains des facteurs qui sont pris en compte pour déterminer si un procès doit être considéré comme une action stratégique contre la participation. Demande de dommages et intérêts disproportionnels, abus des aspects, procédure du litige et tente d'utiliser l'action légale pour créer un effet dissuasif. Comme vous le verrez, l'affaire du transfert d'énergie contre Greenpeace, ce sont... Pour donner un peu de contexte, nous avons la raison pourquoi c'est important et comment les transferts d'énergie. Les gens affluent vers New York parce qu'il y avait une menace pour 12 millions de personnes vivant dans les bassins versants du Missouri, fournissant l'eau municipale de plus de 3 millions d'habitants. Il y a 891 prises pour l'irrigation fédérale privée étirée par la principale source d'eau. Avec les transferts d'énergie, le transfert d'énergie, les pipelines continuent à fonctionner illégalement sans permis à des cas depuis 2020. De transfert d'énergie de la conduite à l'intention EPA, c'est jusqu'à tout récemment signifiait qu'ils ne pouvaient pas conclure des contrats fédéraux. Et l'interdiction fédérale suivante, criminelle l'autre en après, révèle un rendement. Et dans les cas du transfert d'énergie, Énergie Transfert a plaidé coupable à 48 condamnations pénales pour crimes environnementaux. Cela a entraîné une contamination de l'eau sur 21 sites en Pennsylvanie et 2017 dans l'Ohio. Et voici donc le contexte derrière l'étude des cas de transfert. En 2027, le processus a été un procès fédéral contre la cause de SLAP. Et cette affaire a été rejetée en 2019 parce que cette affaire, le tribunal a vu qu'il s'agisse de son fondement. Et puis en 2019, une des choses qui a fermé plusieurs leurs allégations et des diffamations de complot en utilisant une loi sur le racket. Ils disent que c'est le pipeline Dakota Access. Et enfin, jusqu'ici, un mois et demi, au cours d'un procès qui se déroule, on essaye même à faire un abouti verdict du jury de 669 millions de dollars par jury de Dakota du Nord dans le comté de Martin, endroit même les protecteurs d'eau ont été jugés par le Saint-Doc. Et je vais sauter ce dispositif. Pourquoi l'impartialité judiciaire et les droits à un procès équitable sont-ils importants? Et dans le cas du transfert d'énergie, peut-être devrions-nous revenir rapidement sur ce dispositif. Les allégations contre Greenpeace nous semblent largement faux.
Greenpeace était en quelque sorte seul responsable de tous les dommages causés par le transfert d'énergie. Par Energy Transfer, lors de manifestations contre le pipeline, ils ont essentiellement affirmé que cette affaire que Greenpeace avait financé des manifestants, ce qui donne du crédit à une argumentation populaire. Mais il y a d'autres formes de diffamation. De la pipeline d'Acosta Access travers la terre de la tribu Standing Rock, dont la tribu elle-même est contestée qu'il traverse. Ils ont également contesté dans cette affaire d'énergie excessive de force par donc malgré la violence pure présente à Standing Rock, c'est une violence visible au monde entier. Ils ont aussi soulevé cette question contre Greenpeace. On parle donc en commun des bonnes ou des mauvaises foi. Et c'est notre exemple. Puis, ils ont aussi dit que des ressources culturelles amérindiennes ont été délibérément profanées alors que des experts tribunaux affirment le contraire. Dans ce cas, en ce moment, nous sommes actuellement au point où le juge a reçu des mentions de Greenpeace pour limiter la récompense du jury pendant le procès lui-même. L'un des problèmes que nous avons en marque d'impartialité judiciaire et de l'acceptation du jury intranchée par l'industrie pétrolière gazière, on permet de constater que 6 jurés sur 11 avaient des liens directs. Donc la question se pose, peut-il avoir un équitable ou aurait-il pu en avoir un véritable? Dans le comté de Morton, ils ont constaté qu'il y avait 97% des jurés interrogés avant le procès ainsi, mais qu'il n'est. Alors, pourquoi c'est important? L'impartialité judiciaire garantit que les juges peuvent être neutres. Comme Larry et Saladin l'ont mentionné, ils protègent contre l'influence politique et les garanties d'une procédure régulière sont généralement inscrites dans les droits internationaux et aux États-Unis. La Constitution, le 14e amendement garantit notamment les droits à un procès équitable, l'accès à l'avocat et contre la détention. Donc, sans ces garanties, nous vivons ce qui l'administration Trump actuelle, elle devient sélective et analytaire, donc sans ces garanties en place. Je ne vais pas en parler longuement car elles ont déjà abordé, mais une fois il s'agit, je citerai que chaque personne il a le droit à avoir une plainte ouverte, un tribunal indépendant et équitable devant un tribunal compétent. Mais c'est important que les deux instruments sont contraignants pour les États-Unis. Nous avons donc dans la Constitution américaine la clause de souveraineté inscrite à l'article paragraphe 2. La stipule les traités sont la loi suprême du pays. Les deux instruments ont été ratifiés, se sont affirmés l'indépendance judiciaire comme un droit universel et non un privilège. Et quelques conseils supplémentaires sur l'intégrité judiciaire, le Comité des droits de l'homme qui surveille le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques par les signataires a déclaré que le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et l'un des critères a cité l'indépendance judiciaire et donc à la fois institutionnelle mais aussi personnelle. Et surtout, les juges ne doivent pas trancher les affaires en fonction des préférences personnelles. Dans les cas du transfert d'énergie, j'ai souvent agi en tant que moniteur et les juges semblent parfois en savoir quoi faire.
posé à prendre une décision sur un compte de tête où il regardait les plafonds pour voir s'il y avait une sorte d'intervention divine qui lui permet de savoir. Qui dit ensuite, comme les principes fondamentaux des Nations Unies sur l'indépendance de la magistrature de 1985, il est également stipulé les principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire adaptée. Six valeurs, la propriété, égalité, compétence et diligence, cela renforce donc les devoirs éthiques qui protègent ensemble tous ces instruments dont nous avons parlé aujourd'hui affirment l'équité, l'impartialité, les droits à un procès équitable. Ils sont non négociables dans un système juridique juste. Et ce qu'on voit, c'est que l'état de droit est fragile. Être compris lors des pouvoirs et exercer son responsabilité et ni respect des institutions juridiques. Nous l'avons vu dans le cas du transfert contre Greenpeace, où on se pourrait non seulement menacer la survie de Greenpeace en tant qu'organisation, mais aussi pour les groupes de défense des droits d'environnement et autochtones. Ce signal de même que la raison de leur autorité judiciaire dont Salahuddin a longuement parlé avec des actions publiques de l'administration Trump 2.0 qui attaquent qui a donné le retour des Vénézuéliens qui avaient été expulsés, appelle à la destitution des juges perçus comme faisant obstacle à la justice et définir des contester des remords judiciaires, ce qui inclut l'expulsion de 200 Vénézuéliens vers une prison de haute sécurité au Salvador. Et enfin, les menaces pour le secteur non lucratif dont j'ai déjà parlé, mais le HR 9495 actuellement été attendu au Sénat, ce qui donnerait un accès terminé secrétaire du Trésor pour déterminer que toute organisation au but non lucratif ou de la société, je sais que je suis contre le temps ici, donc je vais clore. Avec la dernière diapositive, voici quelques points clés. L'offre est là-haut. L'impartialité judiciaire et les droits à une procès équitable sont essentiels. Ils sont tribunaux indépendants. Ces principes doivent être garantis par les droits nationaux et internationaux. Nous devons donc faire de notre mieux pour utiliser les deux, n'est-ce pas, susciter une résistance judiciaire, les normes définissant des standards. Donc, utilisons les droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits. Et nous savons que l'état de droit et menace, c'est quelque chose que nous voyons, nous avons vu ailleurs. Et ce que je dirais, c'est que défendre l'intégrité judiciaire, c'est une pouvoir judiciaire de la société de normes et d'égalité des droits et normes ne sont pas seulement sur le papier. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre explanation de lawfare avec des genres différents de lawfare comme des menaces pour l'impartialité judiciaire et la militarisation du langage ainsi que des attaques contre l'organisation à but non lucratif. Maintenant, on a une brève période d'échange. Si l'un des membres du corps professoral, je pense que nous avons perdu Marie, en pleine nuit aux Philippines, mais si Nathalie et Salahuddin veulent commenter les présentations de l'autre ou même la présentation de Nere, on se répondra aux questions du public. Thanks, Marjorie. I'll just share, Salahuddin, when you were speaking earlier about, merci, Roger. Je vais juste partager, Salahuddin, quand tu parlais plutôt de comment les gouvernements attaquent les juges ou l'avocat. Nous voyons ça comme démantelation de tout le système juridique. Et puis, aujourd'hui, j'ai ouvert mon téléphone pour lire un article qui disait que Trump avait perdu un juge dans les décrets Perkins-Coie juste avant
claiming she euh, has a bad case of, quote, Trump il y avait derangement syndrome and was, le quote, trombo in an unmitigated train wreck. de Beryl Howell So, I'm curious, affirmant qu'elle souffrait d'un grave cas de syndrome de perturbation de Trump. Et selon lui, un accident savait, je suis heureux parce que je savais exactement témoin de cet effondrement collectif de l'état de droit. J'aime bien savoir comment ça, c'était pas seulement contre les juges, mais contre les avocats, pas seulement l'immigration, mais aussi des avocats d'immigration et des grandes fonctions dirigeants comme des cabinets d'avocats, comme comment vous voyez cela à l'étranger et comment devons-nous résister façon susciter à ce système. Merci. Thank you for your presentation. Merci pour votre présentation. These kind of attacks that j'étais you were seeing with the Trump juste administration, vous savant au kinds of contraire things happening les here victimes as well. chez Trump, il y a des trucs des choses similaires se produisent ici au Pakistan où on juge que tu sais, les patrons prennent des décisions que le gouvernement n'aime pas. Comme ça commence par un politicien, un membre du cabinet, tu sais, en voyant quelque chose à propos du juge qui politiquement partiel qu'il devrait enlever sa robe et venir faire de la politique. Vous savez que cela arrive. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y aurait une campagne sociale au Pakistan contre ces juges et les réseaux sociaux. Il est impitoyable, trollé jour et nuit sur les réseaux sociaux. Puis les chaînes d'information en parlent. Et je pense que la tentative n'est pas nécessairement intimider ce juge, mais de créer une sorte d'atmosphère où tous les juges y sont. Si nous voulons vraiment quelque chose, tu sais, nous exposons nos familles, nous-mêmes, etc. Et s'attaquent incessamment. Et cela crée un effet dissuasif pour les juges eux-mêmes. Cela arrive aussi avec les avocats ici. Vous savez, vous avez le même genre de réseaux sociaux que celui où on pratique le trolling. Et puis au Pakistan, nous avons également eu des cas directs où des avocats ont été enlevés ou arrêtés. Donc, ça arrive souvent ici aussi. L'autre chose qui m'a frappé, vous savez, dans votre présentation, c'est l'utilisation de la guerre. Et vous savez, cela semble plus avancé et bien planifié aux États-Unis. Mais nous avons quelque chose comme ça, surtout en ce qui concerne les paroles. Donc, on aura donc des journalistes qui rapportent sur certaines choses. Le succès des grandes affaires de défense à gauche et à droite et au centre et au Pakistan. Et là, récemment, le Pakistan, loi sur la prévention des crimes électroniques, récemment été adapté, qui était initialement destiné à cibler le cyberterrorisme. Mais ils ont aussi mis en place une clause de diffamation qui interdisent à toute personne qui attaque délibérément une organisation gouvernementale ou la diffame. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous recevrez tous ces plaintes de la part des représentants du gouvernement et il y aura une vague de ces plaintes de diffamation. Donc, fondamentalement, les journalistes décident alors qu'ils ne peuvent tout simplement pas se mettre. Et c'est donc très intéressant de voir les... Mais Nathalie, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'affaire Greenpeace avait-il lien avec l'industrie pétrolière et gazière?
pas directement Marjorie, mais il y avait des inquiétudes qui dans ces États en particulier sur une particulier général, donc c'est le pain et le beurre, c'est dans le monde vie et donc les propriétés, non seulement pour un juge, mais aussi pour les jurys, de contourner cette dépendance structurelle. Et c'est très difficile. Est-ce que quelque chose de l'enquête préliminaire du jury ont montré que ce serait hautement impossible, voire quasiment impossible. Donc, vous avez fait récuser des juges et ce juge a été nommé dans un autre district, une région différente pour y siéger en tant que juge. Mais l'une des choses difficiles à dire quand on voit les attaques contre les juges, je ne veux pas attaquer, mais l'arrêté est qu'il est, vous savez, les canons des clés, c'est comme quelque chose ici qui a été plusieurs dit dans les procès. Vous savez, je n'ai jamais mené les litiges civils complexes. Vos avocats d'énergie transfert de Greenpeace qui mènent l'expérience que moi juge une petite ville. Et je formulé en ces termes. Cela est également préoccupant et impacte les questions des compétences judiciaires et du droit à un procès équitable. Dans ces particuliers, juste pour répondre à ce que Salahuddin mentionnait aussi, j'ai mentionné, je pensais que ça fait moins de 100 jours, mais ça me semble une éternité en ce moment. Mais ce qui me donne trouve de la force et sont des exemples historiques et contemporains d'autres pays comme ceux que vous avez exprimés et qu'il y aurait cité concernant les pays qui ont régulièrement vu cela. Et ces règles, cela s'est produit. Et donc, nous avons cette même histoire dans un endroit, de même histoire dans un endroit différent. Alors, réfléchissons à la façon dont nous créons cette résilience et que les droits humains n'ont jamais été donnés librement. Elle a été toujours été défendue et donc parfois je pense que nous aimons penser à peut-être un âge des droits de l'homme, mais il n'y en a pas un vraiment, n'est-ce pas? Et oui, je sais aujourd'hui, c'est une construction récente, mais nous avons des systèmes et vous avez la solidarité communautaire et les constitutions dans une autre forme depuis de nombreuses années, des siècles, des millénaires. Donc, je pense que l'idée de défendre devons nous ancrer dans la communauté et dans la stratégie, je pense. C'est un moment de créativité et de lutte commune. Merci, Nathalie. C'est seulement pour... je voulais juste rassembler quelques questions dans les quelques minutes, dernières minutes. Il y a eu une suggestion de lutter contre les préjugés et les biais au genre et à l'origine sociale avant peut-être pris en compte lors de nomination des juges afin de rendre plus indépendants éventuellement par le biais des courts. Et puis, le processus judiciaire, c'est à vous deux ou l'un d'entre vous. Yeah, go ahead, Salahuddin. Why don't you start? Je crois surtout aux États-Unis, c'est difficile de faire. On sait, surtout avec le recul de l'université, les mesures, l'inquiétude d'inclusion, je veux dire, ce serait quelque chose de difficile, je pense, généralement, d'inclure un espace supplémentaire pour les femmes ou en fonction encore. Difficile à dire, je n'ai pas d'opinion stricte sur l'utilité réelle des quotas. Je pense qu'il y a eu des mesures dans
aux États-Unis non spécifiques et il y a ils ont pris des mesures qu'ils ont eu du succès et je ne suis donc pas sûre qu'un quota résoudrait nécessairement le problème. Il est difficile de dire quelle serait une bonne solution. Je pense d'une partie de cela est l'éducation. Je pense que déterminer nouveau recul non seulement sur les barrières de l'égalisation. Je ne pensais pas que nous ne serons jamais là. Je parlerai d'un pays qui brûle ou interdit les livres. Nous voyons cela aussi. Il y a aussi de la césure du type d'information auquel est public. Et c'est que donc je pense que c'est aussi une grande préoccupation. Et j'ai le temps d'apprendre un arc historique et une perspective. Même ça, c'est je pense que je suis d'accord avec Nathalie. Mais en ce qui concerne le judiciaire, c'est pas la façon la plus effective de gérer avec de gérer ces problèmes. Continuer l'éducation doit être la réponse. Je trouve au moins au Pakistan, un des grands problèmes, c'est que les juges font partie d'une classe spécifique sociale et ils sont pas exposés aux idées différentes. Et ils ont besoin d'un grand procès parce que ce qu'il arrive, c'est que vous avez un juge et qu'il part à son club privé et là-bas, il entend aux nouvelles des points de vue de professionnels, des grands businessmen et ses amis en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la justice. Mais vous n'avez jamais des juges qui l'interagissent avec simplement avec des syndicalistes, par exemple. Et cela tend à influencer leur façon de penser d'une certaine manière. Il faut donc, il y a un exercice pour sensibiliser et éduquer les juges. Nathalie peut en affaire Greenpeace devant les cours suprêmes des États-Unis. Je sais qu'ils planifient, ils ont annoncé leur intention de faire l'appel et que je dis eux, il s'agit 3 entités différentes de Greenpeace qui ont mis en cause le fonds Greenpeace aux États-Unis, une entité distincte de Greenpeace international basée aux Pays-Bas, aux pays international déposé contre le transfert d'énergie basé sur une loi anti-écrasement de l'Union européenne. Donc, cette loi entre finie, ça continue à faire, je suppose, ou l'affaire qui ne cesse pas découvrir où se déroula la prochaine bataille juridique de cette sage. Mais juste pour conclure, je voudrais dire quelques réflexions finales sur ce que Saladin vient de dire. Je pense que l'éducation et les droits sont des outils. Et je sais que nous parlons ici aujourd'hui parmi beaucoup d'avocats, mais je pense que parfois, en tant qu'avocats, nous avons le sentiment de devoir passer les tribunaux, n'est-ce pas? Et les tribunaux sont leur réponse. Je pense que ce que Saladin a dit, la résistance judiciaire est cruciale. Nous ne pouvons pas simplement renoncer. Nous devons trouver un moyen d'avoir une stratégie contre les participations, quelque chose qui est contre de cela, mais je mettrai aussi en garde contre le fait de considérer la loi comme la fin de tout, d'accorder une grande importance à la force et à la solidarité communautaire. Ainsi,
trouver des moyens entre courage pendant la période, car la science ne s'y met pas protection, mais aussi intelligence. Merci Nathalie, merci notre faculté, merci Marie, Salaudine, Nathalie, merci à nos interprètes, merci à tous les membres, merci à Aaron et à tous ceux qui ont participé à faire de cette image un succès. Notre prochain programme de l'Académie populaire de droit international aura lieu le 19 mai à 9h, heure pacifique, soit 12h orientale, ça sera le cours 7, droit international, des conflits armés et défis à son application. Professeur de conseil Chantal Mahaloni, merci beaucoup, on se voit tout le monde.